La dictature des années 64, qui commence en 64, elle est une dictature purement militaire, dans le sens pas que la tête de pouvoir, c'est avec les forces armées. Et du coup, là, on avait un dictateur dans les années 30 personnel, Vargas, mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui va unifier avec les autres dictatures du Cône Sud, c'est qu'il y a une doctrine de sécurité nationale qui va faire la base de la dictature du Brésil, qui c'est la plus longève, de la dictature des Argentines, de la dictature du Chili aussi avec Pinochet. La différence, c'est que cette dictature de sécurité nationale, et cette base, elle est une base qui vient d'un côté de la France, de l'expérience militaire française de la guerre d'Algérie, mais cette expérience, en fait, elle est traduite pour les États-Unis dans l'école des Amériques, qui, en pleine guerre froide, et surtout à partir de 1959, avec la révolution cubaine, va trouver son champ de bataille et surtout de bien faire la vigilance des pays sud-américains. Et donc c'est pour ça qu'il y a un projet idéologique, politique et parfois économique aussi. Et ça c'est bien différent d'un projet qu'on peut dire populiste des Vargas, hein, qui a pensé la partie sociale et tout ça. Oui et non. Oui, parce que, comme je dis, il y a en base des doctrines qui séparent dans toutes ces dictatures-là. Et c'est différent parce que le Brésil, comme elle est plus longève, on a quand même 5-6 présidents militaires pendant tout ce temps-là. Et l'État brésilien, ou les gouvernements brésiliens, ils ont gardé en base légale et, entre guillemets, démocratique. Ce n'était pas démocratique du tout. Donc, du coup, ils ont mis à jour chaque fois plus d'instruments constitutionnels, même une nouvelle constitution en route. Bon, Videla a fait ça aussi, Pinochet aussi, hein, d'ailleurs, mais d'autres instruments pour faire la surveillance de la société et pour contrôler les ennemis internes, qui c'était la base de cette doctrine. Et la différence, donc, du coup, pour être plutôt en apparence démocratique, elle était plutôt légalisée d'un côté et produit, et ça c'est une différence hyper intéressante, on est les pays qui il y a plus produit des documentations. Aujourd'hui, on a en base dans les archives nationales de plus de 9 millions de pages de documents. C'est un truc incroyable. Et c'est ça que la Commission de la vérité a pu travailler et qui d'ailleurs tous les chercheurs travaillent. Et ça c'est une des différences par rapport aux autres qui ont beaucoup moins de documents à cause de ça. Et je pense qu'il y a une deuxième chose très intéressante de mettre en route, c'est que mettre en comparaison Argentine, Chili, Brésil, c'est toujours, il y a une tendance plutôt libérale à dire que la dictature du Brésil, elle était plus souple, au plus doux. Parce qu'en fin de compte, Chili, il y a 40 000 morts, l'Argentine, il y a 30 000 morts, et officiellement au Brésil, il y a 450 morts. Comme si on puisse comparer les numéros des morts pour décrire l'horreur. La Commission nationale de la vérité, c'était une loi d'État faite pour réparer historiquement la mémoire de la dictature militaire. Elle était composée surtout pour juristes dans un premier plan, mais après il y a eu des chercheurs de plusieurs domaines différents, d'entre autres anthropologues, historiens, qui plus de 150 d'ailleurs, qui ont travaillé pour mettre en route un rapport pour montrer tous les crimes contre l'humanité de la dictature. C'est un des plus grands du monde, mais c'est une faible démocratie. La base, les piliers, c'est les processus constitutionnels des 86-88. C'est une constitution du point de vue social et politique
très engagé, très fort, parce qu'il y a vraiment des choses bien, d'entre autres, finalement, les votes secrets, les votes directs qu'il y avait coupés dans la dictature. Il y a, par exemple, l'universellement de la santé, de l'éducation. Par contre, c'était une constitution faite en eau et avec la participation des militaires qui ont géré tous les processus. Et pourtant, elle a gardé des bases très importantes, comme par exemple toute la base du fonctionnement de l'État. Ça veut dire tous les droits administratifs, ça veut dire que les Sénats, il y a des outre-pouvoirs, que les judiciaires n'est pas démocratique, ça veut dire que surtout les militaires sont hyper protégés. Ils ont sa justice militaire et en 1979, un peu avant, ils ont passé une loi d'amnistie qui a donné l'amnistie aux propres militaires qui ont fait tous les crimes contre l'humanité. Sans doute. Et il a abîmé la démocratie brésilienne pour plusieurs aspects. Peut-être les plus connus, c'est l'épisode sans doute de la pandémie du Covid, le négationnisme pur. Mais on peut retourner à la question de la dictature. Ce n'était pas par hasard avec la Commission nationale de la vérité que les militaires ont retourné à la scène publique. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bolsonaro, il y a eu la force pour gagner la présidence. Et du coup, il a passé à systématiquement nier ses passés dictatoriels de plusieurs manières. D'entre autres, officiellement, il a commencé à commémorer la date du 31 mars, qui c'est la date du coup d'État. Son ministre d'éducation a commencé à mettre dans les manuels scolaires une autre version de l'histoire de la dictature qui les professeurs d'histoire ne racontent pas. Donc tout ça, ça a vraiment affaibli l'idée des citoyennetés et des démocraties dans les pays, sans doute. Sans doute, il y a des colloques, des séminaires prévus et même, on va dire, des commémorations dans le sens plus fort pour part du gouvernement fédéral et pour part, je peux dire, de manière générale, des groupes engagés dans des luttes des droits humains, par exemple. Parce que, oui, c'est un double défi, surtout parce qu'on s'est rendu compte que l'extrême droite, elle est hyper vivante, elle est hyper menaçante encore de notre société, et rappeler donc plus d'une fois et jamais oublier c'est passé, c'est quelque chose des ordres du jour. Même qui pour les gouvernements de Lula, c'est un peu compliqué dans ces enjeux d'aujourd'hui, hein, qu'ils préfèrent avoir une relation plutôt souple aussi avec les militaires. On ne va pas se mentir. Donc c'est plutôt à nous, la société civile, s'engager dans des mouvements plus forts pour faire, pour pas oublier ces journées-là. Et du coup, aussi, je pense qu'une autre chose, c'est voir l'échec de notre justice transitionnelle. Parce qu'après la CNV, c'était vraiment, on a pensé, on va passer un cap, on va continuer, et tout s'arrêter. Du coup, on a un super rapport avec plus de 3000 pages, on a une liste des noms des condamnations, des endroits, des tout. Et les prochains pas, qui c'était faire la justice, s'arrêter. Ça c'est différent de l'Argentine ou du Chili, par exemple. Vraiment différent, mais ça fait partie aussi de la culture politique du pays. Je commence à faire en réflexion, donc du coup, un côté plutôt théorique, de reprendre les bases des Derrida, des responsabilités méthodologiques, éthiques et civiques, mais qui je parle plutôt sociales, et penser justement dans la responsabilité qui nous, historiens, on a avec notre histoire et notre mémoire, surtout dans un monde, parce que ces changements que j'ai parlé des temps, pour nous qui travaillons avec la dictature, ils se passent d'une manière très claire. Et on travaillait plutôt dans un clé d'un passé qui ne passe pas,
Et aujourd'hui, on travaille dans un passé des multiples récits, arriver jusqu'à les négationnismes. Donc du coup, notre place en tant que historien de temps présent, c'est penser notre responsabilité de raconter cette histoire. Et du coup, lier tout ça en responsabilité éthique, en responsabilité qui est sociale, en responsabilité morale, il y a des liaisons avec la vérité, avec des principes bases de notre discipline.